J'ai deux amours, mon pays et Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. Le temps passe et Paname reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime. Le temps passe et Paname reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime. Le temps passe et Paname reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime. Le temps passe et Paname reste le même. Georges Eugène Haussmann, sous son appellation complète, est un personnage du XIXe siècle, né exactement le 27 mars 1809 et mort le 11 janvier 1891 à Paris. Il est peut-être l'architecte urbaniste français le plus connu. Sa célébrité et sa notoriété sont ancrées dans l'histoire. Les grandes transformations qu'il apporta à Paris sont aujourd'hui un modèle d'urbanisation qui a surtout le mérite d'avoir perduré dans le temps. Il est issu d'un père qui officiait dans l'armée de Napoléon Ier et d'une mère qui lui légua le titre de baron d'Empire, donc d'une famille bonapartiste. En juin 1853, il fut nommé préfet de la Seine par Napoléon III, avec pour mission principale d'embellir et rénover Paris. Au cours de sa vie, il a aussi été sénateur de Paris en 1857, membre du Conseil des Beaux-Arts en 1867, chevalier de la Légion d'honneur en 1847, grand officier en 1856 et enfin grand croix en 1862. Paris au début du XIXe siècle était insalubre. Il n'y avait pas de système d'égout, le centre était composé de ruelles étroites et de grandes maisons, favorisant la propagation de maladies. Les riches fuyaient le centre et ce centre se paupérisait, c'est-à-dire qu'il y avait une déclassification sociale de la population. Louis-Napoléon Bonaparte, ou Napoléon III, neveu du premier, devint président de la Deuxième République en 1848 et suite à un coup d'État en 1852, il devint empereur. La France, nouvelle puissance industrielle, est une grande nation à cette époque, et afin de révéler le prestige de la France à l'ensemble de l'Europe, il fallait un projet urbain digne de Paris, capitale de la nation, en supprimant aussi cette misère urbaine qui faisait tache. Le cadre législatif et réglementaire va donner beaucoup de pouvoir à Haussmann pour aménager la ville. Napoléon III va lui déléguer de son pouvoir empirique. Paris passa de 12 à 20 arrondissements. C'est ainsi qu'11 communes, Montmartre, La Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne, Percy, Vaugirard, Grenelle, Auteuil-Passy et les Batignolles furent absorbées par la capitale en 1860. Le financement des travaux fut pharaonique pour l'époque. En effet, Haussmann rachetait et expropriait les terrains se trouvant sur le plan de rénovation. Ensuite, c'est la Caisse des dépôts de Paris qui devint régisseuse du financement. Elle revend ainsi les nouveaux terrains à des promoteurs immobiliers en plusieurs lots séparés. Ces promoteurs doivent se conformer à un cahier des charges très précis. Cette stratégie a permis de doubler artificiellement le budget de Paris. Mais le retour de bâton fut que la ville s'endetta à hauteur de 1,5 milliard de francs en 1870. L'ensemble de ces travaux vont apporter une grande cohérence urbaine à la ville. Le tout est réfléchi, homogénéifié, rénové et va remplir parfaitement ce rôle d'embellissement. Les théories de l'époque des hygiénistes étaient d'établir une meilleure circulation de l'air et des hommes. L'idée était de dédensifier le centre et de favoriser l'étalement urbain et de les relier par un réseau de transport en commun. Pour étudier ce grand projet, voyons en premier lieu le réseau urbain. De grands boulevards allant d'une largeur de 20 à 30 mètres sont tracés. Ils quadrillent Paris en reliant le nord au sud, l'est et l'ouest, mais aussi avec des boulevards périphériques. De grandes places comme la place de l'Étoile, Nation ou République viennent connecter ces grands boulevards. Les arrondissements périphériques du 18e, 19e et 20e ont une topographie accidentée. Haussmann a donc décidé de percer des grandes voies sinueuses, comme la rue des Pyrénées ou l'avenue Simon-Bolivar. Et enfin, plusieurs gares ferroviaires vont être affectées à différentes grandes régions françaises. Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse et Gare Saint-Lazare. En second lieu, la modernisation urbaine. Avec l'arrivée de grands équipements, un réseau d'assainissement est mis en place avec évacuation de déchets et apport de l'eau grâce au perçage de canaux. Plusieurs centaines de kilomètres d'égouts sont creusés, ainsi qu'un approvisionnement en gaz pour les habitations. De nombreux monuments viennent embellir la ville, des mairies d'arrondissement ou l'Opéra de Paris par exemple. Haussmann a aussi souhaité aérer la ville avec de grands parcs urbains, notamment le parc des Buttes-Chaumont ou le parc Montsouris, mais aussi avec beaucoup de petits squares. Malgré cette recherche d'homogénéisation, Haussmann a tout de même contribué à déséquilibrer l'est et l'ouest de Paris. Autre conséquence, la montée du prix du foncier, qui a été constatée dans tous les quartiers rénovés. Les villes se rénovent d'elles-mêmes en fonction des sociétés et des époques. L'urbanisme haussmannien a donc eu le mérite de perdurer dans le temps. Comme nous l'avons vu, Haussmann a détruit sans concession pour reconstruire. Aujourd'hui, il serait impensable de procéder de cette façon. Les immeubles haussmanniens ont pour mérite d'avoir attesté d'une très grande capacité d'adaptation. Au départ, ces bâtiments de 12 à 20 mètres de haut avaient une organisation qui lui était propre. Sur les 6 étages, le rez-de-chaussée était réservé au commerce
et à une époque sans ascenseur, les premiers étages étaient réservés aux plus fortunés. Plus on montait, plus la valeur immobilière était dégressive, jusqu'à arriver aux chambres de bonne au 6e étage. Avec l'arrivée de l'ascenseur, l'organisation a été bouleversée, les étages supérieurs sont devenus les plus prisés grâce au panorama qu'il propose. Cette architecture a connu de nombreuses vies. On peut notamment relever que de nombreux immeubles haussmanniens se sont convertis en bureaux. Aujourd'hui, avec la crise du logement, il est de plus en plus question qu'ils redeviennent du logement. Ces bâtiments datant du 19e siècle ont une caractéristique beaucoup plus durable que certaines constructions du 20e siècle, notamment si on les compare aux grands ensembles des années 1970. En effet, ils ont une très bonne performance énergétique. La composition des matériaux en blocs de pierre blanche, mais aussi la hauteur et l'espacement font très bien circuler l'air. Ce sont des bâtiments très peu énergivores. Haussmann a donc réussi à muter Paris. Encore aujourd'hui, on peut légitimement vouer un culte à ce grand urbaniste. Paradoxalement, les historiens disposent de très peu de sources et d'archives concernant le baron. L'objet principal mis à disposition sont ses mémoires écrites à la fin de sa vie, qui sont évidemment un plaidoyer de son travail. C'est pourquoi il y a un courant d'historiens qui relativise le rôle joué par Haussmann et le considère plus comme un technocrate au service de l'Empire. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin